Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Tiens, Libellisé continue même après la présidentielle. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Voilà le genre de propos que l'on a pu entendre de la part de lecteurs-auditeurs bien informés. Eh bien oui, Libellisé continue car après la présidentielle, il y a les législatives, les 12 et 19 juin. Et vu comme les choses bougent, on ne se voyait pas vraiment faire le dos crôlé dans un jacuzzi aux Maldives. Quoique... Bon. Ce podcast, c'est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur libellisé@libération.fr. Alors, on replonge pour un nouvel épisode. UKID, c'est parti. Ne dites plus Union de la gauche, ni gauche plurielle, mais Union populaire écologiste et sociale, le label sous lequel écolo-communistes, socialistes et insoumis se présenteront aux législatives. Des négociations âpres, des portes qui claquent et d'autres qui s'ouvrent. Il ne fut vraiment pas simple de s'entendre autour d'un accord, mais déjà des voix dissidentes se font entendre et dénoncent l'hégémonie mélenchoniste. Cette union va-t-elle provoquer une nouvelle crise à gauche ? Va-t-elle tenir au-delà des législatives ? Et surtout, permettra-t-elle de gagner ce que certains appellent le troisième tour de l'élection présidentielle ? Libellisé, épisode 14, la gauche unie, mais jusqu'à quand ? Et bien justement de tout ça, on va en parler avec notamment Charlotte Belaïch, salut. Salut. Et Rachid Lahache, salut. Salut. Alors tous les deux vous vous occupez de la gauche à Libération. Juste une chose, ce podcast a été enregistré avant le vote du Conseil national du Parti socialiste. Alors juste avant, vous qui avez suivi ces négociations de près, comment vous pourriez décrire l'ambiance de ces négociations entre les écologistes, entre les communistes et entre les socialistes avec la France insoumise ? Finalement, c'était une bonne ambiance. C'est une insoumise qui me dit, au sujet du PS, qui me dit c'était super avec le PS. Parce qu'ils ont tous fait l'UNEF, parce qu'ils maîtrisent l'art de négocier. Et c'était un vrai challenge pour eux, quoi. Il y avait un vrai débat entre eux, des vrais négos, c'était super long, la nuit. Et c'était qui, en fait, allait craquer le premier. Et vraiment, ils ont aimé ce moment-là. C'était pas un truc violent, dispute, ou... C'était une sorte de... C'est la tambouille, hein. C'est une sorte de poker, chacun monte son jeu, cache son jeu, on ne sait pas où l'autre va aller où, jusqu'où l'autre peut aller. Donc c'était assez... je pense qu'ils ont aimé. En fait, socialistes et insoumis, même les plus jeunes qui ne se connaissaient pas forcément, qui ont la même formation politique, ils se comprennent. Alors que les insoumis se plaignaient beaucoup des négos avec les écolos, qui n'ont pas la même culture politique, qui ne comprenaient pas, que c'était trop compliqué, qu'il y avait trop de règlements internes, trop de divisions, que c'était compliqué de parler avec eux. Alors qu'avec les socialistes, même s'il y a des désaccords, c'est clair, on parle, on se comprend, quoi. De l'extérieur, on a quand même senti de la tension. C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, Manuel Bompard, lorsqu'il sort et il fixe presque un ultimatum, ça veut dire qu'à un moment, est-ce que ça a failli craquer, tout simplement ? Non, il n'y a pas de tension. Et pour le coup, à chaque fois qu'on les croisait, à chaque pause, ils disaient c'est bon, tout va bien, tout se passe bien, on va y arriver. Enfin, ces 3 derniers jours, vraiment, ça a duré. Ils étaient de prendre 3 jours enfermés dans le bureau. On était en bas, il y en avait qui sortaient, qui rentraient. Tout le long, ils ont dit on va y arriver. Il n'y en a pas un qui a dit ça commence à être tendu. La tension était plutôt avec les communistes. Lorsque Fabien Roussel faisait ses confs de presse, et la France insoumise n'a pas trop aimé ça. Là, il y a un peu de tension. Donc, sans se le dire entre eux, il y a pas de clash, mais ils n'ont pas aimé les méthodes des communiqués envoyés à la presse pour dire ça bloque. Ça, ils n'ont pas aimé. Mais avec le PS et la France insoumise, ils ont eu un rapport assez transparent entre eux. Et il y a eu très peu d'infos divulguées à la presse pour bloquer les négos. Donc non, c'était assez cool. Juste un mot, tout à l'heure, tu disais pendant les pauses. Il se passait quoi pendant les pauses, justement ? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des pauses, ou alors c'était quoi ? Ils buvaient un café, ou alors les discussions finalement continuaient autour de la machine à café aussi ? Ils prenaient des pauses déj, donc ça en général ils sortaient chaque délégation, les insoumis restaient souvent à l'intérieur et les socialistes sortaient manger dans une brasserie à côté. Et le soir ils commandaient, si vous voulez tout savoir. Mais il y a aussi la machine à café de LFI. Oui, mais du coup ça ils descendaient pas ensemble. Oui. C'était il y avait un socialiste qui descendait prendre un coca, un insoumis qui sort faire une pause clope et qui prend un café en même temps à la machine. C'est assez marrant la manière dont vous en parlez, parce que vraiment, nous, de l'extérieur, on avait l'impression que c'était vraiment presque 2 pays en guerre qui ne se parlaient plus. Et d'ailleurs, quand Éric Coquerel dit ça fait 10 ans qu'on ne se parle plus, donc ça prend du temps, est-ce que c'était vraiment ça, ou ça c'était, par exemple, un élément de langage ? Non, ça prend du temps parce qu'ils sont à l'opposé.
c'est pas à l'opposé, mais il y a des vraies différences, des vraies divergences. Donc il y avait un vrai décalage. Ça fait 10 ans qu'ils se parlent plus. Non, on va dire autre chose. Ça fait 10 ans qu'ils s'insultent. Donc ils se retrouvent à table. Ils ont plein de trucs à se dire, quoi. Ils ont plein de trucs à se dire. Donc ils se disent des choses. Ils parlent du passé, du présent, du futur. Et ça prend du temps. Avec les écolos, ça va assez vite. C'est très presque commun. Et chacun sait ce qu'il veut. Alors que le PS et la France Insoumise, c'est des retrouvailles. Donc c'est forcément plus long. C'est-à-dire quand tu parles, ils ont parlé du passé, véritablement, ils ont parlé aussi de leur bisbille d'il y a 10 ans. Quand je parle du passé, c'est les lois passées du PS. La loi El Khomri du PS, ils en parlent. Vous avez fait ça au PS, la loi El Khomri. Maintenant, ça, on arrête. Si on va au pouvoir, cette loi, on la retire. C'est ça le passé. Ce que le PS a fait, c'est le bilan du PS. Est-ce que le PS était prêt à tirer sur un pan de son bilan? Il y a aussi une part de travail d'explication des insoumis sur eux-mêmes. Parce que les socialistes leur demandent de préciser leur position sur l'international. Enfin, c'est des deux côtés, s'expliquer un peu son approche, sa ligne. Mais même si il y a du fond, ça bloque aussi beaucoup sur les circonscriptions quand même. C'est aussi le passé. C'est que le PS a tellement été hégémonique, a tellement été puissant, que quand on leur dit, bon, maintenant les gars, le gâteau est gros comme ça, ils n'auraient qu'une part. Ah, nous, une part? Nous, le PS, une part? Eh ouais, c'est qu'une part. Donc ça, c'est aussi le passé. Donc le passé du PS qui était super, ils étaient partout et ceux qui étaient en position de force. Et là, ils vont déjà... Un point important, c'est que les négos se font toujours au siège de LFI, à domicile. Normalement, des négos se font toujours sur terrain neutre. Là, tous vont chez LFI. Même l'époque de Jospin, quand Jospin fait la gauche plurielle, les négos, c'est jamais à Solferino. Et là, LFI reçoit à domicile. Donc le fait que le PS rentre chez LFI, ça soit à la table de LFI pour discuter, même pour eux, ça c'est violent. Pour dire maintenant, c'est eux les plus forts, quoi. Et ça aussi, c'est un peu le passé. Alors, c'est eux les plus forts, mais est-ce que finalement, maintenant, les insoumis sont hégémoniques? Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont pas. Je pense qu'ils sont leaders. C'est différent. L'hégémonie, c'est-à-dire qu'une fois à l'Assemblée, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a 4 groupes différents. Si un des groupes décide de rompre l'accord, ils rompent l'accord. Donc il n'y a rien qui est lié, quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Donc ils peuvent rompre à n'importe quand. Donc hégémonique, c'est... Il y a 5 ans, Mélenchon a essayé d'être hégémonique. Il a dit, je fais un accord avec ceux qui signent mon bulletin. C'est des propositions. Tu signes, tu rentres. Et si tu rentres dans mon groupe. Là, c'est différent. Il vient et dit, chacun a son groupe. Donc c'est pas trop de l'hégémonie. Il y a des problèmes avec ce qu'on a appelé les éléphants. Hein, voilà, Stéphane Le Foll, François Hollande. Comment au PS, maintenant, on les juge, ces gens-là? Comment on en parle de ces gens-là? Comme des gens qui n'ont pas envie de laisser la place, mais qui proposent rien d'autre par ailleurs, quoi. Parce que sans accord, il y avait un vrai risque de disparition du groupe PS de l'Assemblée nationale. Et Le Foll, Cambadélis, etc. ne proposent pas. Il n'y a pas d'autre solution gagnante, quoi, aujourd'hui. Après, ce qui est compliqué pour la direction, c'est que c'est pas que quelques vieux emmerdeurs. Ils disent que ça va être serré, que le vote au Conseil national va être serré, parce qu'il y a aussi des plus jeunes, peut-être moins médiatiques, mais qui ont aucun candidat dans leur fédération et qui vont voter contre l'accord. Mais un point important avec les éléphants, comme on dit, c'est que la bagarre, la bataille a débuté en 2016. Quand Benoît Hamon gagne la primaire, ils perdent la main, et là il y a un clivage. Et ensuite, Olivier Faure gagne le congrès en 2018 contre les éléphants. Il place Raphaël Glucksmann aux européennes contre les éléphants. Il regagne le congrès contre les éléphants. Et là, c'est la goutte d'eau, parce que pour eux, Mélenchon, c'est le diable. Et donc là, ils signent avec Mélenchon, et là, ils deviennent fous. Mais le clivage générationnel entre les anciens qui étaient au pouvoir, les anciens ministres, Ayrault, Hollande président, Valls qui est parti, Le Drian qui est parti, en fait, ils remontent à 2016. C'est pas maintenant que ça explose, quoi. Depuis 2016, entre eux, ils ne se parlent plus. François Hollande et Olivier Faure, depuis 5 ans, à peine bonjour quand ils se croisent. Donc le clivage de génération et de ligne politique, parce que Olivier Faure est élu en 2018 sur une ligne d'union. C'est important. Il pensait faire l'union avec les écologistes et les communistes pour isoler les LFI. La suite, on la connaît. Mais c'est une logique d'union. Et déjà, quand il a un programme d'union, Hollande, Le Foll, Cazeneuve dit « Oh, bon, nous, on est le PS. On est hégémonique. » Et Faure dit « Non, non, on n'est plus hégémonique. » Donc ça remonte à loin quand même. Une chose tout de même, ce qui est assez étonnant, c'est
ceux qui connaissent bien Mélenchon. C'est-à-dire les François Hollande, les Stéphane Le Foll, les Bernard Cazeneuve, c'est eux qui sont contre cet accord. Est-ce que aussi il y a la personnalité de Mélenchon dans cette affaire de scission à l'intérieur du PS? Les plus jeunes finalement le connaissent un peu moins parce que Mélenchon était quand même au PS jusqu'en 2008 par là. Évidemment. C'est-à-dire que Mélenchon et Hollande se détestent depuis 40 ans. 40 ans, plus de 30 ans. Donc il y a aussi un passif de personnes qui est très important et qui est très lourd. Et ensuite, il y a aussi un truc politique. Il y a un vrai clivage politique. Entre Mélenchon et Hollande, il y a un clivage politique sur l'Europe, sur la politique internationale, sur l'écologie. Il y a un vrai clivage. Donc, c'est pas que de personnes, c'est du fond aussi. Donc, Mélenchon dit cette Europe-là, je l'aime pas. Mélenchon dit le nucléaire, on arrête. Mélenchon dit la retraite à 60 ans. Et Hollande dit le contraire. Donc, il y a aussi un clivage de fond. C'est pas que de personnes. Et s'ajoute à ça un passif de personnes. Donc, on mélange les deux. Et là, boum. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a pesé sur cet accord? Sur ces accords même. Est-ce qu'il a intervenu? On a beaucoup vu Manuel Bompard, on a vu Manon Aubry. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, peut-être par téléphone ou autrement, est-ce qu'il a pesé? Déjà, il donne la ligne. C'est-à-dire que dès le départ, il dit à sa famille politique, on va faire un accord avec tout le monde et avec le PS. C'est lui qui veut le PS. Il dit on fait un accord avec tout le monde, global. Et au sein des LFI, certains disent, le PS, t'en es sûr Jean-Luc? Il dit ouais, on prend le PS. À nos conditions, on ouvre la porte. Et pour lui, c'était important pour lui. Donc c'est comme ça qu'il pèse. Donc il donne une direction, il donne la ligne, et ensuite il croit en ses équipes, en Bompard, en Manon Aubry, en Bastien Lachaud. Il croit en eux, donc il leur fait confiance. Il dit voilà ce qu'on veut, où on veut aller. Maintenant les gars, allez-y. Ça veut dire qu'au départ, il y en avait certains qui n'imaginaient pas le PS dans cette alliance? Personne ne les imagine dans cette alliance au début. En fait, quand les négos commencent, le PS est pas dedans. Les insoumis envoient des courriers aux écolos, aux communistes, au NPA, mais pas aux socialistes. Et c'est les socialistes qui doivent tendre la main, dire on oublie les rancœurs, faisons ensemble, pour que finalement les insoumis disent même pas rentrer vraiment dans les négos. C'est venez, parlons, et si sur le fond on arrive à se mettre d'accord, à partir de là, on pourra vraiment parler. Certains ont parlé de reniement. Est-ce que finalement, avec cette alliance, les Verts, les communistes, le PS, est-ce qu'ils se sont reniés sur certains points ou même sur leur identité? Moi, renier, je trouve que c'est fort. Sur l'Union européenne, c'est le sujet où il y a le plus où ils vont le plus contre eux, je pense. Au global. Je suis d'accord avec toi sur renier, c'est fort parce que ils gardent leur autonomie, ils gardent leur parti, ils gardent leur financement. Et sur les accords de fond, le PS bouge sur l'Europe, bouge sur les retraites et bouge sur le El Khomri. Mais par exemple, les écolos ne se réunissent en rien dans l'accord. Les communistes ne se réunissent en rien, quoi. Parce que le nucléaire, Mélenchon dit vous êtes pour le nucléaire et nous non. À l'Assemblée, c'est un vote nucléaire, faites ce que vous voulez, on fera ce qu'on veut. Donc ils ne se réunissent pas. Et le PS ne s'est pas renié. Le PS a bougé. Mais c'est un bouger qu'ils étaient déjà un peu en train de faire quand même, cette plus jeune génération dont on parle. Oui. Non, je trouve que renier, c'est un peu fort. Mais les gens qui disent ça le savent aussi. C'est ça la politique. François Hollande, dans sa vie, il a fait 100 accords pour les Cercos, quoi. 10 000 accords. Donc il sait comment ça se passe. Il sait que c'est un accord pour l'Assemblée nationale. C'est pas un parti qui rentre dans notre parti. Ça, il le sait très bien. Mais il en joue, quoi. Il appuie sur le bouton, Cazeneuve en joue aussi. En fait, il règle leur compte aussi. Donc, On appuie vachement sur les différences à l'intérieur de la gauche, qui seraient insurmontables. Alors qu'il y a, je pense, plus de différences entre la gauche de LREM et la droite de LREM qu'entre les composantes de l'accord à gauche aujourd'hui, quoi. On voit tout de même, c'est vrai, sur les questions aujourd'hui internationales, c'est là où quand on voit les textes, on a l'impression qu'il y a un vocabulaire qui est pesé, mais véritablement même à la lettre près tout de même. Hein. Ah oui. Ah oui. Par exemple, hier, Sur l'Union européenne. Hier, le communiqué. Ils ont envoyé un communiqué pour dire l'accord est fait. Ouais. Ils l'ont retiré parce qu'il y avait un mot ou deux trop. Donc ils ont dit on récupère le communiqué, on change des mots. Chaque mot était important, chaque virgule était importante. Donc oui, il y a des vraies divergences, il y a des vraies différences. Mais comme toujours à gauche, il y en aura toujours à gauche. Et là, il y a un accord pour avoir plein de députés à gauche. Une chose, tout de même, si cette union populaire, nouvelle union populaire, perd législative, est-ce qu'il tient encore cet accord? Moi, je pense que plus ils sont forts, plus ils tiennent, plus ils sont faibles, moins ils tiennent. Non, après, il y a, lors du dernier quinquennat, sans accord, sans rien, et en restant chacun de son côté avec plein d'insultes, ils ont voté ensemble 9 textes sur 10. Hein.
Socialiste, 82 ou 85% des textes votés avec LFI quand même. Donc c'est aussi possible. Mais c'est vrai qu'on se dit, gagner, ça paraît quand même compliqué, non pas de la part des Insoumis, avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait un gros score présidentiel, mais quand on met ensemble le score de Jadot, Hidalgo-Roussel, on est à 8%. 8%, c'est un faible apport finalement. Oui, mais c'est la dynamique que ça crée ensuite. La perspective du rassemblement, Après, c'est aussi... ça repose surtout sur le talent de Mélenchon et le coup qu'il a fait avec le Élisez-moi Premier ministre. Mais l'accord derrière, ça vient porter ça, je trouve. Et ça donne de l'espoir. Moi, je pense que c'est compliqué, ça sera compliqué, tout le monde le sait. Mais ils font 30-31%, ils seront majoritaires, possible. Olivier Faure me disait que Macron a la majorité absolue il y a 5 ans en faisant 32%. Oui. Donc si on fait plus, ils signent, ils sont d'accord. Pourquoi finalement, tu m'as dit un tout petit peu tout à l'heure, mais juste pourquoi finalement Mélenchon il a voulu cette union en 2022 alors qu'il ne l'a pas fait en 2017? Tout le monde s'était posé la question d'ailleurs en 2017, pourquoi il n'avait pas essayé de rassembler un maximum derrière lui? Pourquoi maintenant? Il y a 5 ans qu'on fait ce score-là de 19,8%, tout le monde pense que Mélenchon est un accident d'histoire. Personne ne le respecte encore. Il dit, si je viens, venez derrière moi, il dit, tout le monde refuse. Il dit, les gens n'étaient pas encore prêts à se ranger derrière moi. C'est ce qu'il dit. Moi, je pense que la vérité, c'est aussi que Mélenchon voulait son propre groupe à lui, son petit groupe à l'Assemblée, être autonome pour confirmer. C'est ce qu'il a fait. Donc les deux sont vrais. Sauf que, comme Adélis dit, il y a 5 ans, il disait, on est en vie grâce à Mélenchon. Mélenchon a raté. Il aurait pu nous tuer. Il l'a pas fait. Et ce qui est vrai, et là Mélenchon veut travailler avec eux. Non, on ne travaille pas avec toi. Donc c'est aussi à chaque fois très ambigu entre le PS et Mélenchon. Je pense que Mélenchon n'était pas assez fort pour le faire à 5 ans. Et pourquoi aussi a-t-il refusé finalement ce candidat unique de gauche à la présidentielle? Il y a eu des réunions pourtant pour une union à la gauche voulue par Jadot. Il y avait Jadot, Hidalgo. Les Insoumis ont traîné les pieds et d'un coup, maintenant ils veulent l'union. Mais il y a un an pile, ils n'en voulaient pas. Il voulait exister derrière lui. Mais comme tout le monde, en fait. Donc c'est ça, en fait, c'était vraiment un problème de personne, en fait, au moment de la présidentielle où, en effet... De personnes et qu'il n'y a pas, pour le coup, il n'y a pas de leadership il n'y a pas de, on parlait d'hégémonie tout à l'heure, mais il n'y en a pas un qui s'impose aussi au moment des discussions, qui s'impose assez pour que les autres s'inclinent. Alors que là, c'est le cas. Et c'est ça aussi, entre 2017 et 2022, c'est il est plus fort et les autres sont plus faibles. Le PS est tellement écroulé qu'il n'y a plus rien, ils sont obligés, en fait. Chacun se disait, il y a un an, Jadot disait l'écologie, c'est moi le plus fort, c'est l'écologie, c'est mon heure. Hidalgo disait la social-démocratie et l'écologie, c'est moi. Et Mélenchon disait, moi, il y a 5 ans, j'ai fait un gros score et je suis encore là. Donc c'était assez compliqué. Et la présidentielle a tout réglé. C'est l'élection où il y a le plus de taux de votants, la plus importante de notre République. Donc elle a tout réglé et Mélenchon a dit, c'est bon maintenant, on a vu le score, on peut discuter maintenant? Et il discute. D'accord, oui, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on sait un peu plus comment va se dérouler cette campagne? Parce que finalement, est-ce que ça va être un porte-parole unique avec ces 5 formations? Est-ce que, je n'importe quoi, est-ce que Julien Bayou va parler aussi, mais parfois ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'on sait un peu comment ça va se dérouler cette campagne à gauche? C'est circo par circo. Je vois des accords entre partis. Ce sera circo par circo. Un mec comme Bayou sera à Paris en candidat. Donc il pensera à se faire élire. Et je pense que Mélenchon, comme il y a 5 ans, il fera des meetings. Il ira soutenir des candidats. Et la différence, qu'il fera des meetings pour soutenir la France Insoumise, mais pas que. Il ira se faire des meetings pour les communistes, pour les socialistes, s'ils votent l'accord, et pour les écologistes. Il fera des meetings pour tout le monde. Ça, c'est la différence. Mais après, ça se fera circo par circo. Le LFI vont mettre des affiches, Nouvelle Union Populaire, avec la photo du candidat et Mélenchon en grand. Les écolos, ils ne mettront pas Mélenchon en grand. Chacun fera ce qu'il veut. Chacun aura ses codes et tout. Ce qui compte pour eux, c'est la bannière. Le reste, les photos et tout, jamais les communistes mettront voter Mélenchon Premier ministre. C'est fini d'ailleurs un peu ces bisbilles parce que lors du premier tour de la présidentielle, on voyait ces images au siège insoumis où finalement le candidat le plus sifflé avait été Fabien Roussel, les 2% qui empêchent Mélenchon. On parlait de rappeler l'histoire entre socialistes et insoumis. L'histoire récente, très fraîche entre communistes et insoumis a dû être un peu tendue lors des négociations. C'est encore assez douloureux. Donc Mélenchon le dit et le répète, plus de rancœur, on efface tout. Et il tente de se l'appliquer. Après, Mélenchon ne répond jamais aux SMS de Roussel. Mais il dit à sa famille, plus de rancœur, on passe à l'étape d'après. Et là, on peut encore gagner, donc on arrête les bêtises. Mais je pense que ça reste douloureux entre eux.
c'est compliqué. C'est pas... Mais des deux côtés. Hein. Donc là, ils font un effort les uns sur les autres, les uns et les autres pour travailler ensemble et pour essayer de gagner. Mais ça reste compliqué. On parle d'alliance pour l'instant. Est-ce qu'on parle pour l'instant de programme commun aussi? Ouais, en fait, en plus, il y avait 3 groupes de négociation à chaque fois, dont un sur le programme. Donc ça, c'était sur les propositions listées par la France Insoumise, mais qui excluaient par exemple les questions internationales. Maintenant qu'ils sont tous d'accord, ils ont commencé, alors les socialistes ils sont pas encore parce que l'accord s'est fait plus tard, mais ils ont commencé à faire des groupes tripartites, bientôt aussi avec les socialistes, où ils étoffent avec les propositions de chacun pour vraiment construire un projet de gouvernement. D'accord. Donc c'est vraiment l'idée tout de même, c'est le 19 juin de gouverner. Ouais, et moi ce que je trouve fou, c'est que même les socialistes, ils croient de plus en plus. Au début, à l'ouverture des négos, Faure, il dit, bon, c'est très bien, mais par contre, on va se calmer, c'est pas un accord de gouvernement, là, c'est les législatives, on va pas gouverner. Là, aujourd'hui, il dit, attention, c'est possible, ça peut vraiment arriver. Juste une dernière chose, est-ce que finalement, là, aujourd'hui, la France insoumise est le Parti socialiste, l'équivalent du Parti socialiste des années 2020? Non, pas encore. Pas encore. C'est la force, c'est vrai, c'est les plus forts. Mais ils n'ont pas encore d'ancrage territorial. Contrairement au PS qui avait plein de mairies. Donc c'est peut-être le début, on verra. Mais ils ne sont pas encore assez forts, c'est pas encore le cas. Le PS à l'époque, c'était... quand Hollande prend le pouvoir, c'est l'Assemblée, le Sénat, département, région et grande ville. Et les filles, c'est pas encore ça. Merci Charlotte, merci Rachid. Libellisé continue donc même après la présidentielle pour vous aider à comprendre et décrypter le monde politique. On le voit en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales sur notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain.